Réduction du coût de la vie, les prix des produits pétroliers chutent au Togo sur décision du gouvernement. Dans cette édition, les réactions des consommateurs. Fini les difficultés de circulation sur la nationale numéro 17. L'itinéraire Sokodé-Bassar sera bientôt réhabilité grâce à un prêt octroyé par le Fonds cohésion à hauteur de 9,8 milliards de francs CFA. Préparatif de la Pâque chez les chrétiens, la semaine sainte entre dans sa dernière phase. L'agonie du Christ devra passer par sa mise à mort, puis sa triomphante résurrection 3 jours plus tard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la houlette du président de la République. Le compte-rendu nous est délivré par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetome. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 24 mars 2016 au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 4 projets de loi, examiné un projet de décret en première lecture et écouté 3 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte désignation du juge chargé d'accorder l'exéquatur pour l'application sur le territoire national des sentences arbitrales rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. En adoptant le projet de loi portant désignation du juge chargé d'accorder l'exéquatur, décision qui permet de rendre exécutoire sur le territoire national des sentences arbitrales ou des décisions de justice rendues à l'étranger, le gouvernement donne à notre pays le moyen de promouvoir l'arbitrage comme mode de règlement effectif des litiges contractuels. Le second projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international adoptée à Montréal le 28 mai 1999. Cette convention vise à assurer l'indemnisation totale des victimes ou de leurs ayants droit en cas de décès ou de lésions consécutives aux accidents d'aéronefs. Elle permet également une juste indemnisation en cas de destruction, de perte ou d'avarie de bagages ou de marchandises ou en cas de retard de livraison. Elle fait par ailleurs peser sur le transporteur l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité appropriées. La ratification de cette convention permettra à notre pays de garantir au profit des passagers et du fret un régime de responsabilité moderne et juste. Le troisième avant-projet de loi adopté par le Conseil porte création de 4 nouvelles préfectures au Togo. Il s'agit de la préfecture de Mo, de la préfecture d'Agouenivé, de la préfecture de Loti Sud et de la préfecture de Naki Est. La création de ces nouvelles préfectures se situe dans le prolongement des efforts que déploie le gouvernement pour améliorer l'organisation administrative du territoire national. L'objectif est de rapprocher constamment l'administration des administrés pour une meilleure qualité du service public. Il faut rappeler que le processus de décentralisation, qui demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement, suppose non seulement des collectivités territoriales fortes et opérationnelles, mais également des services déconcentrés de l'État également efficaces. En créant de nouvelles préfectures dans la phase actuelle de mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement se donne les moyens
d'assurer un meilleur encadrement des collectivités locales pour leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel économique. Le 4e projet de loi adopté à l'issue des travaux du Conseil des ministres de ce jour porte création de communes en République togolaise. Ces communes sont créées sur la base d'un regroupement judicieux de cantons proposé dans la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, établie par le comité technique créé à cet effet par le gouvernement. Les critères utilisés tiennent compte de la situation géographique, des aspects sociologiques et historiques, des potentialités économiques locales et des données démographiques. La communalisation intégrale du pays est une étape importante du processus de décentralisation lancé par le gouvernement depuis plusieurs années. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant règlement général sur la comptabilité des matières appartenant à l'État et aux autres organismes publics. Au titre des communications, le Conseil a suivi un premier exposé relatif au projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. Lancé en 2009 avec le concours de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial FM, le PURIS arrive à échéance en juin 2016. À quelques mois de la fin du programme, les résultats sont encourageants, tant sur le plan de la composante réhabilitation des infrastructures que sur la composante renforcement institutionnel. S'agissant de la composante réhabilitation des infrastructures, l'on peut signaler, au titre des acquis du projet, le curage de 120 km de caniveaux, la réhabilitation de 31 km de caniveaux, la réhabilitation de 5 bassins de rétention d'eau, la construction d'un centre pour sinistrés de catastrophes naturelles, la réhabilitation de plus de 18,5 km de voies primaires, la construction de 16 forages d'eau, la réhabilitation de 25 postes transformateurs électriques, la distribution de plus de 400 000 lampes fluorescentes compactes LFC et le raccordement de près de 13 000 foyers au réseau électrique de la CEET. Sur la seconde composante, le programme a permis une implication totale des riverains dans la mise en œuvre des activités, le recasement des commerçants occupant les emprises des ouvrages réalisés, le renforcement des capacités des acteurs impliqués et l'intégration de la dimension environnementale dans la mise en œuvre des actions. Au regard de ces résultats positifs, la mise en place d'un nouveau projet urbain qui s'étendra aux autres villes du pays est envisagée. La deuxième communication suivie par le Conseil est relative à la stratégie de mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Basé sur 4 principales composantes, le PUDC vise à renforcer la construction ou la réhabilitation des équipements sociaux de base, ainsi que les capacités d'intervention des différentes structures de l'État. Il vise également à consolider les moyens d'action des groupements professionnels de base et à promouvoir le développement des activités génératrices de revenus. Le PUDC mise à cet effet sur la dynamisation du marché local qui nécessite la mise à disposition d'une cartographie des infrastructures et services sociaux de base. Le dispositif de mise en œuvre du PUDC
est en cours de finalisation. Ce programme devrait rentrer dans sa phase d'opérationnalisation dans les prochaines semaines. La troisième et dernière communication suivie par le Conseil est relative au plan d'action du comité de suivi de Zanguera et Leba-Sito. Mis en place en septembre 2014, ce comité de suivi a pour objectif de lutter contre l'occupation anarchique de cet espace urbain en dotant les zones concernées d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Ce schéma directeur prévoit l'approbation des plans de lotissement pour les zones non bâties et la régularisation des zones déjà bâties. Les efforts engagés par le gouvernement visent à sécuriser les transactions dans la vente des terrains, à disposer d'un plan opposable aux tiers, à protéger les réserves administratives et à régler les problèmes de régularité des rues issues des différents plans clandestins non harmonisés. Fait à Lomé le 24 mars 2016, le Conseil des ministres. Le président Mahamadou Issoufou du Niger vient d'être élu à la tête de son pays à un taux de plus de 92% des voix. Il sera bientôt investi et pour cela, il invite son homologue togolais Fornia Singbe à honorer de sa présence cette cérémonie. Il a donc dépêché à Lomé un émissaire, Oumoudou Mamadou, qui est donc venu transmettre au chef de l'État togolais cette invitation. Les propos de l'envoyé spécial du président nigérien ont été recueillis par Hamdan Bassil. Je suis venu porteur d'un message de son ami le président Mahamadou Issoufou. Ce message a trait aux dernières élections qui viennent de se dérouler au Niger. Comme vous le savez, Mahamadou Issoufou a été réélu avec un score de 92% au deuxième tour. Il y aura l'investiture du président de la République le 2 avril prochain. Et il m'a demandé de porter donc ce message de remerciement à tous ses collègues et d'invitation aussi à assister à la cérémonie de son investiture. La PAC s'annonce sur une note de soulagement. Les prix des produits pétroliers sont revus à la baisse par le gouvernement. Une mesure diversement appréciée qui vise quand même à réduire le coût de la vie. À Madjidi, Tchazinambaga. Les stations-service affichent depuis ce 24 mars à compter de 0 heure. Super sans plomb, 496 francs. Pétrole lampant, 446 francs. Gasoil, 545 francs. Mélange de temps, 598 francs. Les prix des produits pétroliers ont connu une baisse substantielle. Cette mesure du gouvernement qui vise à soulager les dépenses des ménages, des particuliers et des entreprises a été saluée par les populations. Cette baisse est louable. J'apprécie. Je félicite le gouvernement qui a su faire cet effort. C'est une très bonne chose. Et nous remercions le gouvernement. On ne peut que remercier pour ça. Parce que la baisse du carburant traîne avec elle la baisse de tous les denrées alimentaires. Et espérons que le panier de la ménagère va subir une baisse aussi. Je vois que ce n'est pas mal. Si ça peut encore baisser encore davantage, peut-être à 400, 450, pourquoi pas. Depuis que la baisse du a commencé, nous sentons que les Togolais ne s'intéressent plus de ces essences fleuratées. Nous ne traversons plus la frontière pour aller chercher encore des carburants. Donc c'est une bonne chose. Je tiens à les remercier. Ils n'ont qu'à aussi songer à baisser les prix et revoir les produits des denrées alimentaires. Si le prix du carburant a baissé, celui du gaz butane est resté inchangé. 6 500 francs la bouteille de 12,5 kg et 3 120 francs celle de 6 kg. Il faudrait qu'on baisse aussi le prix du gaz, puisque tout le monde peut avoir gaz à la maison. Par rapport au gaz et charbon, on préfère le gaz de plus. Donc si on essaie de baisser aussi le prix du gaz, ce serait bien pour la population.
C'est la deuxième fois consécutive que le gouvernement procède à la baisse des prix des produits pétroliers depuis le début de l'année. Cependant, les prix des denrées alimentaires de base et les tarifs des transports n'ont pas suivi la tendance, d'où cet appel des populations. Nous souhaiterons que aussi le prix des denrées alimentaires soit aussi baissé pour que le coût de vie soit normal. Il faudrait que l'État contrôle aussi le prix des denrées alimentaires. Pour les taxis, donc, il serait aussi normal que le tarif soit révisé pour que le déplacement soit accessible à tout le monde. Cette baisse du prix des produits pétroliers est consécutive à la chute du cours du pétrole sur le marché international. Selon les analystes, cette tendance va durer dans le temps. Autre bonne nouvelle, la conclusion d'une convention de prêt d'une valeur de 9,8 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du tronçon Sokodé-Bassar sur la nationale numéro 17. C'est une intervention du Fonds cohésien grâce au partenariat fructueux et fécond qu'entretient cette institution avec le Togo. Arnold Kiliou. La signature de l'accord de prêt entre le Fonds cohésien et le Togo d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA concrétise ainsi l'engagement de l'institution à appuyer le Togo dans le financement du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 17 Sokodé-Bassar. One for the road Sokodé-Bassar, which is we partners with the other. Le Fonds cohésien qui reste toujours avec le gouvernement de Togo et le peuple togolais. On espère qu'à bientôt, ici, je pense à mois de septembre, on va revenir aider à préparer les études techniques. Ce financement permettra au Togo de réhabiliter d'une part la route nationale numéro 17 qui relie trois régions, centrale, Kara et Savane, et d'autre part d'assurer le contournement des monts Malfakassa et l'aménagement de la bretelle de Binaparba. Ce projet s'étend jusqu'à Sadori, au sud de Mango, à 10 km plus précisément de Mango, donc en passant par Kachamba, Sadori. Le Fonds cohésien est l'un des bailleurs, des partenaires qui participent au financement des travaux de réhabilitation et de construction, puisque en partie nous avons Sokodé-Bassar qui a réhabilité, Bassar-Kabou qui a été construit, Kabou-Gerinkouka jusqu'à Kachamba construit également, et maintenant il reste le tronçon Kachamba-Sadori au passage avec la construction de 2 grands ponts sur les cours d'eau de la Kara et du Koumongou. Et ces ouvrages vont être réalisés. La réalisation de ce projet avec le concours du Fonds cohésien favorisera sans doute à booster davantage l'économie togolaise. La réhabilitation de la route Sokodé-Bassar permettra, entre autres, de diminuer en moyenne de près de 90% le temps de parcours et de transport des marchandises sur cette voie, de maintenir une liaison routière permanente et confortable entre les régions centrales de la Kara et des Savanes, et de contribuer au développement socio-économique des régions centrales et de la Kara. Qu'il me soit ainsi permis, Monsieur le Directeur général adjoint, de renouveler la profonde gratitude du gouvernement togolais à votre institution pour ce concours si précieux. Les deux parties ont salué les excellentes relations de coopération qui existent entre le Fonds cohésien pour le développement arabe et le Togo. Les relations qui sont appelées à s'intensifier dans d'autres domaines. Et la réhabilitation des infrastructures routières permet de relancer de façon notable l'économie du pays. Mais pas d'activité économique sans la stabilité et la sécurité. Les menaces de l'heure proviennent surtout de la mer. Les forces togolaises viennent d'expérimenter une série d'exercices destinés à protéger les côtes du pays. L'opération Bangame Express 2016 s'est donc achevée avec une dernière épreuve consacrée à l'immigration clandestine. Eric Djanikpo, Yves Agbevivi. Quatrième et dernière phase des exercices de simulation de l'opération au Bangame Express 2016 des agents marins sur l'immigration illégale dans les zones maritimes.
Un remorqueur battant pavillon indonésien mouillant dans les eaux territoriales togolaises à quelques nautiques des côtes est suspecté d'avoir à son bord d'immigrants illégaux. Le commandement de la préfecture maritime étant saisi par le Centre de coordination des opérations maritimes a déployé un patrouilleur pour localiser et investiguer. Ceci en vue de stopper et faire dérouter le navire au port de Lomé. Au terme de la manœuvre menée avec tact, les blessés ont été secourus et évacués. Quand on parle d'immigration illégale, ce n'est pas un truc qu'on invente. C'est que ça se passe effectivement. On s'en pour pouvoir agir. Et donc, c'est pour les cas réels qui peuvent arriver. Et donc, on s'entraîne. Nous pensons que ça s'est bien déroulé. On a appris beaucoup de choses. Après ces exercices sur les différents sujets, notamment la pêche illégale et non réglementée, la pollution maritime, le trafic de drogue et l'immigration, les contrôleurs de cette opération qui s'est déroulée dans tous les pays ayant pour partage le golfe de Guinée, Africom se dit satisfait des résultats obtenus. Le Togo a vraiment de hauts standards en termes d'opérabilité, non seulement, pas seulement les équipements, mais également le personnel. Et nous avons vraiment été impressionnés par la manière dont l'exercice a été conduit. 6 jours durant, toutes les unités impliquées dans la sécurité maritime au Togo ont prouvé leur degré d'opérationnalité et de collaboration, ce qui a permis de relever les actions conjointes menées sur le terrain lors de cet exercice. Au Bangame Express 2016 nous a donc permis d'améliorer le partage d'informations dans la gestion de crises maritimes et de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces. Nous pouvons affirmer d'ores et déjà que les leçons apprises nous permettront de relever les défis qui s'imposent, notamment l'amélioration qualitative des mesures appropriées et ponctuelles de lutte contre ces actes criminels et terroristes qui sapent l'économie de nos pays. L'opération Obangame Express 2016 perpétue ainsi les résultats des réformes engagées dans le secteur maritime par l'État. En témoigne la création de l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer et le Haut Conseil pour la mer. C'est la 6e fois consécutive que le Togo procède à cet exercice pour renforcer davantage les actions sécuritaires en mer. La sécurité, c'est aussi au niveau de la protection de l'environnement. Attention aux odeurs et autres déchets solides issus de manipulations médicales. Ils doivent suivre un circuit particulier de traitement et ne doivent pas se mélanger aux ordures ordinaires. Message de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique qui a fait une sortie ce jour au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Le récit d'Antoinette Romain, va voir. D'importantes quantités de déchets sont générés chaque jour par les centres de santé dans leurs activités. Ces déchets contiennent souvent des éléments infectieux, radioactifs, pathologiques et toxiques qui sont dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. La plupart de ces hôpitaux, notamment le CHU Sylvanus Olympio, ne disposent pas d'incinérateurs fonctionnels. Cependant, ils sont les plus gros producteurs de déchets biomédicaux. Que ce soit le balayage, le lavage de la morgue, l'entretien cour et jardin, la destruction des tissus, des défunts, tout ça, l'incinération des tissus, des habits des défunts, tout ça, c'est la société qui se charge de les enlever et de les incinérer. Et ces déchets suivent une procédure spécifique pour la gestion. Il y a des déchets solides, disons solides, des déchets qu'on appelle les objets piquants, coupants, tranchants. Ceux-là sont déjà, en même temps, après le soin, on les confine dans un récepteur d'où ils ne peuvent plus sortir. Et quand le collecteur est plein, on l'incinère avec tout le contenu dessus. Le principe de la gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux, c'est qu'on ne les remanipule pas. Une fois que je produis le déchet, je le laisse dans un endroit où il n'aura plus la chance que quelqu'un le touche. Parce que c'est en ce moment que les surinfections se produisent. Il n'y a pas une autre façon de les gérer à la fin, au bout de la chaîne, si ce n'est pas l'incinération. Une solution idoine doit être trouvée pour gérer cette situation, ce qui justifie la descente sur le terrain de la commission de contrôle de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, et le service d'hygiène.
nous voulons voir si le dispositif de gestion ici à l'hôpital, le dispositif de gestion des déchets biomédicaux, si ce dispositif fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas, quels sont les problèmes qui font que cela ne va pas bien? Nous voulons aussi, comme vous l'aurez constaté, voir comment ils gèrent les eaux usées, comment ils gèrent les ordures ménagères, les ordures issues de la vie quotidienne ici au CHU Tocoin. Après quoi, nous allons faire des rapports pour exhorter les uns et les autres à aller de l'avant et à se conformer aux règles prescrites par l'OMS ou par l'environnement. L'élimination rationnelle des déchets constitue une alternative pour le respect des règles d'hygiène, non seulement à l'intérieur des hôpitaux, mais également pour l'environnement. Cette mission de contrôle se fera dans les autres centres hospitaliers, publics et privés, afin de garantir un environnement sain aux populations. Avant de poursuivre, cette ordonnance fixant la date d'ouverture de la première session de la Cour d'assises de Lomé de l'année 2016. Nous serons Yaovi, président de la Cour d'appel de Lomé, ensemble avec l'avis de M. le procureur général après la Cour d'appel de Séan. Fixons au lundi 4 avril 2016 à 8h à Lomé, préfecture du Golfe, la date d'ouverture de la première session d'assises de l'année 2016. Désignons nous-mêmes pour présider la dite session. Disons qu'en cours de session, le président de la Cour d'assises, s'il se trouve dans l'impossibilité de remplir cette fonction, sera remplacé par le vice-président ou le conseiller désigné par ordonnance ultérieure. La présente ordonnance sera à la diligence de M. le procureur général, publiée conformément à la loi. Direction Saint-Cassé, ville mitoyenne avec le Burkina. La vaccination contre la méningite se poursuit. Le point avec Désiré Aloy. Saint-Cassé est l'une des préfectures touchées par l'épidémie de méningite. Comme d'autres, elle aussi a bénéficié d'une campagne de vaccination de 5 jours. Au 4e jour de l'opération, nous avons fait le tour de certaines localités pour une de la campagne. Les premiers jours, nous avons commencé par les élèves, parce qu'après les élèves vont en congé. Alors ici, nous avons eu un très bon résultat, parce qu'ils étaient sur place, surtout les collèges, l'école primaire. Les jeudis, vendredis, nous avons investi là-bas. À partir de vendredi, nous avons commencé par les villages. Et ici, les problèmes ont commencé avec les enfants tout petits, de 2 à 4 ans. On ne connaît pas les problèmes, pourquoi les mamans n'amènent pas. Pas seulement au centre, mais dans d'autres villages. Il est difficile d'avoir les enfants de 2 à 4 ans. C'est pour ça, comme nous avons fait nos bilans, de 3 jours, nous nous sommes trouvés à 46%. Maintenant, si on a la possibilité, et les vaccins surtout, peut-être on sera obligé de retourner dans ces villages qui ont manqué, les enfants, les plus fragiles, plus vulnérables. En dehors du faible taux de vaccination chez les enfants de 2 à 4 ans, il y a aussi le problème de rupture de vaccins dans certaines zones ciblées à cause de l'arrivée massive des populations des pays voisins et des préfectures limitrophes. La préfecture fait frontière avec le Burkina Faso et le Ghana d'un côté et la préfecture de Tone. Et la plupart de ces populations envahissent les centres de vaccination, et ce qui fait que chez la tranche d'âge de 5 à 14 ans et de 15 ans à 25 ans, on a des couvertures dans certaines formations sanitaires qui sont au-delà de 100%. Et théoriquement, on devait dire que nous avons atteint nos cibles. Mais quand on va sur la couverture géographique, il y a encore certains villages qui ne sont pas couverts. Ça veut dire que nous avons vacciné des enfants hors zone. Et la menace dans ça, là, c'est qu'on risque de rentrer en rupture de vaccin. Dans la préfecture de Saint-Cassé, une personne est morte de méningite sur 81 cas de malades enregistrés à ce jour. Et ceci nous conduit à l'actualité sportive avec Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors la 3e journée des éliminatoires de la CAN a commencé. Les éperviers jouent demain contre les Aigles de Carthage. Arrivé à Monastir aujourd'hui, vers 17h, les éperviers effectueront une opération commandée demain à partir de 7h GMT contre les Aigles de Carthage de la Tunisie avant de les recevoir mardi pour le compte de la 4e journée. Avant le départ, les éperviers avaient livré une ultime séance d'entraînement hier au stade du Québec. C'était à présence de Lamine Coco Konaté.
2 matchs, 2 victoires, premier du groupe A avec 6 points. Les éperviers du Togo sont à un tournoi décisif pour la qualification à la CAN Gabon 2017. Face à leur poursuivant immédiat, les Aigles de Carthage de la Tunisie crédités de 3 points. Ce vendredi à Monastir, un résultat positif s'impose aux Togolais afin de prendre une avance confortable avant la marche retour le 29 mars à Lomé. Toutes les équipes sont jouables à condition qu'on joue en équipe avec le bon état d'esprit. Je me souviens que l'Ouganda est venu nous battre ici, donc c'est possible aussi qu'on aille faire un résultat là-bas. C'est un match de football, c'est 90 minutes et pendant 90 minutes, il faudra jouer en équipe et donner tout pour qu'à la fin, on n'ait pas de regrets. Le regret, les Togolais en ont tellement eu devant les Tunisiens, puisque depuis toujours, le Togo n'a jamais réussi à remporter le moindre match face à son adversaire. Les 3 dernières confrontations illustrent bien cette statistique: 2 victoires pour la Tunisie et un nul à la CAN 2013. Mais cette fois-ci, le staff technique des éperviers entend mettre en place une stratégie pour tout déjouer. La responsabilité pour créer le match, c'est la Tunisie. Ils jouent à la maison, ils sont 3 points derrière nous. On peut peut-être jouer un peu mieux organisé et plus défensif, contre-attaque. Mais quand on peut gagner là-bas, on peut essayer ça naturellement. Mais on ne veut pas jouer sans discipline. Et c'est dans cet élan de discipline que les éperviers ont quitté Lomé ce jeudi à bord d'un vol spécial. La rencontre Tunisie-Togo, c'est ce vendredi à 17h GMT. Toujours dans ce groupe I, le Libéria a réussi un hold-up en battant déplacement le Djibouti 1-0. Avec cette victoire, le Libéria totalise 6 points comme le Togo. Bon vent donc à nos ambassadeurs. Oui, il y a eu des attentats à Bruxelles, mais cela n'a pas empêché l'équipe belge de maintenir son match avec le Portugal. La rencontre initialement prévue à Bruxelles sera finalement délocalisée mardi à Lisbonne, la capitale portugaise, histoire de rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste. Et le sentiment de tout le monde était, on a toujours dit qu'on était une famille, donc une famille, on parle beaucoup ensemble, et tout le monde voulait continuer. La vie continue, la vie avance, et on ira faire un match là-bas au Portugal. Ils se sont rassemblés, ils se sont concertés, et ils ont décidé ensemble. Les joueurs belges joueront bien leur match, mais au Portugal mardi prochain. Ces images ont fait le tour du monde, plongé la Belgique dans l'effroi. Quelques jours après les attentats perpétrés à Bruxelles, Marc Wilmots a décidé de ne pas rester passif. C'est dans la vie, tu as 2 choses maintenant. Soit la vie s'arrête et tu as peur partout, ou soit tu ne prends plus l'avion, tu ne prends plus le train, tu ne fais plus rien. Mais moi, en tout cas, je ne peux parler que pour moi-même. Moi, je vais continuer à voyager, je vais continuer à vivre ma vie, et je ne vais pas m'arrêter à ça. Un regret tout de même pour la Belgique, celui de ne pas pouvoir évoluer devant son public au Stade Roi-Baudouin. On a besoin de cette ambiance, cette adrénaline dans les stades pour retirer le maximum de nous-mêmes. C'est ça qui nous fait vibrer et c'est l'essence de notre métier. Moi, je voulais jouer à la maison parce que c'est aussi, je pense que les supporters et le peuple belge, je suis contre la peur. Combattre donc les auteurs de ces tragiques événements par le football, car les Belges ne l'oublient pas, ils sont à moins de 3 mois d'une échéance importante. C'est un match important parce qu'il y a un Euro à préparer. Quand on sait que le précédent match avait déjà été annulé, puisque suite aux attentats de Paris qui étaient survenus lors de Belgique-Italie, le match Belgique-Espagne du 17 novembre avait déjà été annulé. Donc si ce match n'avait pas eu lieu, les Diables n'auraient pas joué pendant 7 mois. La dernière ligne droite donc pour des Belges touchés, mais qui n'abdiqueront pas. Ils retrouveront les terrains mardi prochain à Leiria, au Portugal, avant l'Euro, une compétition qu'ils disputeront après 16 ans d'absence. Voilà, mais c'est tout. Samedi, nous retrouvons nos amis télésportifs dans l'émission Sport et détente en lieu et place de Direct Foot. Mais avant de vous laisser partir, il y a aussi un deuil. Johan Cruyff, le Néerlandais, est décédé. Je crois que c'est une grosse perte pour le football mondial. Oui, disons, c'est une grosse perte pour le football international, d'autant plus que Johan Cruyff a joué pour les Pays-Bas et surtout, il a porté le maillot du FC Barcelone et il est nanti de 3 ballons d'or. Merci beaucoup Claude et à très prochainement. Quelques communiqués avant de clôturer cette édition. Cet arrêté d'abord portant fixation des tarifs et heures de visite au musée national, au musée régional de la Kara et dans les musées régionaux du Togo. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique arrête. Les tarifs et heures de visite sont fixés comme suit. D'abord au musée national et au musée régional de la Kara, de lundi à vendredi de 8h à 12h.
de 14h30 à 17h30, samedi et dimanche 9h à 15h. Tarif des visites donc nationaux, adultes 1000 francs, étudiants 500 francs, élèves 100 francs, écoliers 50 francs. Pour les étrangers, adultes 1500 francs et les jeunes 500 francs CFA. Dans les autres musées régionaux, à Nero-Sokodé et Dapaon, lundi à vendredi, 8h à 12h, 14h30 à 17h30, puis samedi et dimanche, de 9h à 15h. Nationaux adultes 200 francs, étudiants 100 francs, élèves 50 francs, écoliers 25 francs CFA, adultes étrangers 500 francs et jeunes 250 francs CFA. Pour plus de précisions, veuillez consulter le quotidien national Togo Presse. Et puis ce communiqué de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il nous a été donné de constater que certains médias continuent de se livrer impunément à la diffusion et à la publication des messages publicitaires des produits prohibés en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour mettre un terme à ces pratiques illégales, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a échangé ce mercredi 23 mars 2016 avec les responsables des organes suivants: TV7, Fréquence 1, Radio Victoire FM et RTDS. La Haute Autorité saisit cette occasion pour dénoncer la diffusion par les médias togolais de la publicité sur les boissons alcoolisées, les médicaments de la médecine traditionnelle, les produits cosmétiques à l'hydroquinone et les messages des guérisseurs. Toutes choses qui exposent les populations à des risques dommageables pour leur santé. La Haute Autorité rappelle aux médias, agences ou régies de publicité, sociétés de production ou annonceurs les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques sur la diffusion de la publicité, notamment la décision numéro 009/HAC/06P du 14 avril 2008 portant interdiction de la publicité des médicaments de pratique et des remèdes de la médecine traditionnelle, des messages des guérisseurs, des pseudo-pasteurs et autres vendeurs d'illusions. La Haute Autorité insiste ensuite sur l'obligation qui leur est faite de recevoir le visa de l'institution de régulation pour tout message publicitaire conformément à l'article 03 de la décision numéro 003/HAC/08P portant contrôle de la publicité sur les médias. La Haute Autorité invite enfin les professionnels des médias au respect scrupuleux de ces dispositions pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi. Et puis, dernière ligne droite pour les chrétiens vers la célébration de la Pâque. Ce soir, chez les catholiques, a lieu le traditionnel jeudi saint par lequel commence l'agonie du Christ. Vendredi, c'est la Via Dolorosa, le chemin de croix à travers les rues pour aboutir à la résurrection du Christ. Dimanche, la Pâque est la plus grande fête célébrée unanimement par les chrétiens de par le monde. Voilà, vous voyez là les crucifix qui sont couverts de la couleur violette, symbole du deuil. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette édition et d'Emsou Support pour 22h30. Bonsoir.